Les équipes sont tellement silotées sur la partie growth et la partie produit. On pourrait débattre un certain temps de est-ce qu'elles sont côté produit ou est-ce qu'elles sont côté marketing. Le débat, on l'a pas parce qu'on est dans la même et grande famille. Comment tu arrives à embarquer tes équipes là-dedans qui, elles, sont peut-être pas toutes, mais je dirais pour la majorité, plutôt habituées à des méthodes de travail, je vais dire, traditionnelles. On n'est pas à l'abri de tensions, d'une équipe design qui, de temps en temps, peut se sentir frustrée d'avoir beaucoup de monde marketing et moins de temps sur le produit. À l'inverse, un marketing qui peut avoir le sentiment, parce que le produit a posé la proposition de valeur au tout début. Moi, ça m'a beaucoup aidé d'être installée dans une fonction marketing pour pouvoir aussi atteindre mes objectifs côté produit, parce que ça m'a permis d'emblée d'être très proche du métier, du business. L'acquisition en e-commerce est devenue un challenge corsé. C'est pourquoi, en tant que marketeurs, nous devons redoubler d'efforts pour diversifier nos canaux d'acquisition et maximiser la rentabilité de nos campagnes. Et pour vous aider, je vous invite à découvrir Chainable, le partenaire de cette saison de l'effet marketing. Chainable, c'est un outil qui vous permet de centraliser le déploiement de votre catalogue produit et de vos annonces publicitaires sur tous vos leviers d'acquisition, comme le search, le shopping, les réseaux sociaux, les marketplaces et même l'affiliation. Résultat, vous diffusez sur plusieurs canaux en respectant les codes de chaque plateforme pour maximiser votre ROI. Chainable accompagne plus de 10 000 entreprises en Europe comme Teddy Bear, Comptoir des Cotonniers ou encore Greenwoods. Et c'est vraiment une solution que je recommande à tous mes clients e-commerçants. Pour en savoir plus, cliquez sur le lien en description pour essayer gratuitement Chainable et demander une démo. En entreprise, les équipes marketing et produits sont souvent perçues comme deux mondes à part. Pourtant, lorsqu'elles travaillent ensemble, elles peuvent devenir un véritable moteur de croissance. Dans cet épisode, je vous partage le retour d'expérience d'Iroko, une société de gestion créée en 2019 qui est rentable et qui a généré plus de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023. Avec une mission claire, celle de rendre l'investissement immobilier accessible à tous grâce à des produits d'épargne simples et performants. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir à mon micro Hélène Campionnet, qui est Chief Product et Marketing Officer chez Iroko. Elle va nous partager sa méthode et son retour d'expérience pour aligner vos équipes marketing et produits pour faire décoller vos résultats. Je vous laisse avec mon invité du jour. Salut Hélène! Salut! Bienvenue sur le podcast, très Merci. Contente de te recevoir pour parler marketing et produits. Ouais. Et ce que je te propose pour démarrer, c'est peut-être que tu nous présentes ton rôle de Chief Product Marketing Officer chez Iroko, parce que je pense que c'est à la fois un intitulé qui parle à des personnes qui ont du coup ce type de poste dans leur entreprise et à l'inverse à d'autres qui n'ont pas forcément connaissance de pourquoi quelqu'un qui est à la tête à la fois du produit et du marketing. Oui, bien sûr. Donc, moi, j'ai le poste de CPMO. Donc, il y a deux lettres qui sont importantes dans cet acronyme. Le P pour produit, le M pour marketing. Donc, très concrètement, chez Iroko, je dirige deux services que sont le produit et le marketing. Donc, le produit, ça consiste à concevoir les produits digitaux. Pour nos épargnants, c'est l'ensemble des produits qui vont leur permettre de pouvoir souscrire facilement en ligne à nos produits d'épargne, et ce de manière simple. Et pour nos équipes en interne, ça va être l'ensemble des outils qu'on va concevoir pour eux et qui vont leur permettre de pouvoir travailler confortablement, efficacement. Donc ça, c'est vraiment la partie produit qui est faite en binôme avec une fonction qui s'appelle la tech aussi. Et puis, côté marketing, de manière assez simple et qui parlera probablement davantage aux auditeurs du podcast, c'est chez Iroko le fait de pouvoir soutenir et accélérer la croissance de l'entreprise en activant tous les leviers qui sont à nos dispositions. Donc, ceux qui tombent dans le champ plutôt de la performance, sur l'acquisition digitale, le SEO, le CRM, et puis des actions plutôt côté branding, puisqu'on va aller dans la presse, faire des événements, des partenariats, du sponsoring. Et qu'est-ce qui, toi, t'a amené à cette fonction-là chez Iroko ? Alors moi, je viens du produit à l'origine. Ma rencontre avec Iroko, elle commence quand je suis freelance, puisque j'ai accompagné l'équipe produit en place qui avait besoin de se structurer en tant que freelance. Et puis, assez rapidement est venu sur la table le besoin de recruter un CPO, donc une personne qui prendrait la direction du service produit. Donc, j'ai entamé des échanges avec Gauthier, qui est CEO d'Iroko, pour ce poste-là. Et puis, au fil de nos échanges,
On a simplement vu une opportunité à pouvoir mêler les deux activités, marketing et produit. Et donc, à la fin du process, il m'a fait la proposition de prendre aussi le marketing, ce que j'ai accepté sans hésiter, et on s'est lancé comme ça. Ok, trop intéressant. Ouais, donc c'est vraiment né d'une opportunité. Ouais. Et tu vois, là, avec un peu plus de recul, peut-être même avec ta vision du début et aujourd'hui, quelques mois, années après, pourquoi est-ce que selon toi, c'est important d'avoir des synergies entre les équipes marketing et produits ? L'importance de ces synergies, je la constate depuis que les choses sont mises en œuvre chez Iroko. Je ne l'avais pas prémédité, même si on avait pressenti des opportunités. Aujourd'hui, le constat que je fais et la conviction que j'ai en ayant ces deux activités au quotidien, c'est que ce sont deux activités, contrairement aux apparences peut-être, qui partagent vraiment un ADN, une culture du travail, un état d'esprit qui est très proche. Et je crois que la raison à ça, de manière très basique, c'est qu'on poursuit le même objectif, qui est de contribuer au business. Voilà, c'est-à-dire que, par exemple, un des indicateurs principaux qu'on suit chez Iroko, c'est la collecte, c'est-à-dire notre capacité à collecter de l'argent qui nous est confié par nos épargnants. En moyenne, chaque mois, disons qu'on collecte 20 millions d'euros. Cette collecte, elle va passer tant par le produit qui va mettre à disposition un parcours de souscription qui est simple, que par le marketing qui va nurturer les utilisateurs afin qu'ils puissent finaliser cette souscription sur ce même funnel. Voilà, donc les choses sont extrêmement liées. Et on contribue au même objectif au quotidien. Et du coup, à partir de là, le fait de regarder vers le même horizon, ça implique nécessairement, je crois, des approches, des principes assez communs. Le premier qui me vient en tête, c'est la nécessité d'être obsédé par la valeur. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai emprunté au produit, qui a des méthodologies qui sont assez abouties, sur lesquelles il y a eu beaucoup de littérature, de podcasts, d'écrits, de prises de parole ces 5-10 dernières années, et notamment concernant l'impératif de pouvoir se lancer uniquement si on a défini une mesure du succès qui est mesurable. Donc, cette obsession de la création de la valeur qui passe aussi par le fait du coup d'avoir les moyens de piloter les choses par la data, c'est vraiment aujourd'hui quelque chose qu'on retrouve dans les deux équipes et qui est assez bénéfique au marketing aujourd'hui. Si je prends un exemple, on a pour objectif ce trimestre de générer 1500 nouveaux leads. Donc un lead chez Iroko, c'est un nouveau contact qu'on va avoir en base qui a démontré un certain intérêt ou un engagement pour nos produits d'épargne. Lorsque une personne de l'équipe marketing porte le projet de créer un contenu pédagogique pour contribuer à cet objectif, par exemple un document pédagogique sur la fiscalité, avant toute chose, la question que je lui pose, c'est comment tu penses contribuer à cet objectif de création de 1500 nouveaux leads. Voilà, donc on se pose, on réfléchit ensemble en utilisant ce contenu en remarketing sur Meta et en le positionnant dans les pages clés du site qui est notre plateforme d'acquisition. On peut supposer venir collecter 100 nouveaux leads. Et ça, c'est le point de départ désormais de toute réflexion au marketing. Voilà. Ensuite, il y a peut-être, au-delà de cette obsession de la valeur, un deuxième principe qu'on partage, c'est la nécessité également d'être centré sur l'utilisateur. Alors, ça paraît très bateau, mais c'est quelque chose qu'on oublie trop souvent. Quand je construis au marketing une landing page à mettre en face des des annonces sponsorisées sur Google, j'ai pour impératif, si je veux réussir, d'avoir très bien compris l'intention de recherche de l'utilisateur qui va arriver sur cette page. Ça veut dire que mes épargnants potentiels, il faut que je les comprenne, que je comprenne leurs aspirations, que je comprenne leurs irritants, que je comprenne les alternatives qu'ils ont à leur disposition, leurs besoins. Et au produit, c'est la même chose. C'est-à-dire que je ne peux pas commencer la conception d'une fonctionnalité sans avoir la même compréhension des besoins. Donc ça, c'est intéressant parce que cette valeur et ce besoin qu'on a d'être très centré utilisateur, ça nous amène à partager notre connaissance, nos ressources. Si je prends un exemple, en septembre dernier, on a entamé un projet de création de vidéos publicitaires sur YouTube. Okay. Dans le cadre de ce projet, on a travaillé avec une agence qui a exigé de nous, et elle a bien fait, d'avoir des personas qui étaient clairs. Lorsqu'on a eu ces personas en main pour ce projet de vidéo publicitaire, la même semaine, je les transmettais au produit qui a capitalisé sur ces éléments pour pouvoir concevoir un espace connecté pour nos épargnants qui était en phase avec leurs besoins. Voilà, donc il y a vraiment du liant autour de cette notion de centricité utilisateur
qui est assez avantageuse. Et puis, je crois aussi qu'au-delà de cette obsession de valeur, de la centralité utilisateur, ce qui nous réunit, c'est la manière dont on conduit nos projets, qui est collaborative, déjà avant toute chose, parce que nous, on ne sait pas travailler sans les autres métiers, sans les sales, sans la conformité, sans l'équipe qui gère nos fonds. Donc, ça nous amène à devoir développer des compétences soft qui sont communes, savoir mettre son interlocuteur en position d'arbitrer efficacement, savoir communiquer des échéances qui vont pouvoir permettre à chacun de contribuer confortablement, savoir injecter aussi une certaine dose d'intelligence émotionnelle dans ses relations au travail pour que le projet dans son ensemble se passe de manière fluide. Et au-delà de cette dimension collaborative, ce qui va nous animer aujourd'hui des deux côtés, c'est le fait d'approcher nos projets de manière itérative. Ça, c'est à nouveau quelque chose que j'ai beaucoup emprunté au produit. C'est-à-dire que dans la culture produit, on parle de lean startup, c'est-à-dire cette capacité à très rapidement mettre entre les mains de nos utilisateurs ce qu'on va appeler un MVP, donc une version du produit qui est minimum mais viable, pour qu'on puisse créer la valeur le plus rapidement possible. Et ensuite, sur cette base-là, itérer, enrichir, faire évoluer. Ce principe-là, je l'emprunte et on l'utilise de la même manière au marketing. Si je prends un exemple, on a lancé le mois dernier une newsletter pour pouvoir donner notre point de vue d'expert sur l'actualité de l'épargne. Pour lancer une newsletter, on a, avec la personne dans l'équipe marketing qui porte le projet, listé les tâches à réaliser, donc rédiger le contenu, disposer d'un template emailing, avoir un branding, un nom pour cette newsletter, pouvoir en faire la promotion sur nos différents supports, notre site, les réseaux sociaux. Et faire tout ça, globalement, ça nous aurait pris 1 mois. On avait pour contrainte de sortir la première version de la newsletter sous 1 semaine. Donc, il nous a fallu nécessairement approcher les choses avec cette logique minimum viable. Donc, la V1, on avait un très bon contenu de qualité. On avait un template qui tenait la route et qui faisait le job. On n'avait pas de naming, on n'avait pas de branding, on n'avait pas fait les ajustements nécessaires sur notre site web. Mais c'est pas grave parce qu'en attendant, on a près de 10 000 épargnants qui ont reçu ce contenu, qui s'en sont réjouis. Et le mois prochain, ils auront ce contenu plus d'autres choses. Et de mois en mois, on itérera. Voilà. Ouais, c'est intéressant de voir que justement les méthodologies produites arrivent à du coup les appliquer à la partie marketing, et je trouve que c'est super intéressant parce que finalement, tu vois, moi qui suis plutôt du côté marketing growth, on a aussi cette approche itérative de tester et d'améliorer, mais ça reste finalement des techniques qui sont très différentes du produit, donc je trouve ça super cool de pouvoir faire communiquer les deux et qu'une équipe puisse nourrir l'autre aussi pour avoir finalement une méthodologie commune sur l'ensemble des projets. Ouais, et puis c'est vrai que cette approche très je teste, j'apprends, j'itère, elle est très présente dans les leviers marketing qui sont ceux du gros, où on a beaucoup de data, beaucoup de capacités parce que c'est du digital à itérer. Elle est moins présente historiquement dans les leviers qu'on pourrait considérer plus traditionnels, comme l'organisation d'événements, la rédaction de contenu papier, parce qu'on en fait aussi, nos parutions dans la presse. Et c'est vrai que s'appuyer sur les méthodologies produits et apporter ça au marketing, c'est aussi du coup en bénéficier pour ces leviers qui sont du coup plus projets, plus traditionnels. Voilà. Donc c'est vrai que aujourd'hui ça nous rend assez fort parce que cet ADN commun, il nous permet d'avoir des interactions qui sont assez fluides et puis un sentiment d'appartenance qui est en fait assez naturel, même si ça paraît pas naturel de prime abord de réunir le marketing et le produit sous une même bannière, parce que c'est assez peu commun dans les entreprises. On arrive avec cette culture du travail commune à ce que ça soit en fait très simple. Et aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous dire comment est-ce que votre équipe est structurée sur les équipes du coup marketing et produits? Et je m'en souviens et ça m'avait marqué justement en préparant l'épisode, tu me disais aussi que dans ton équipe, tu as des personnes très polyvalentes aussi, et du coup peut-être si tu peux nous détailler un petit peu tout ça. Oui, bien sûr. Chez Iroko, notre équipe produit et marketing, on est 10 au total. M'incluant. Donc, si je dois simplifier les choses, côté produit, on a 2 product managers, 3 product designers et 1 product builder qui a donc des compétences en no-code, en low-code et en IA. Et du côté marketing, on a 2 chargés de communication et marketing et une personne en charge du gros. Voilà, donc ça, c'est vraiment l'organisation sur le papier. Dans les faits,
c'est pas aussi simpliste parce qu'effectivement, j'ai des personnes qui sont très polyvalentes et on pourrait débattre un certain temps de est-ce qu'elles sont côté produit ou est-ce qu'elles sont côté marketing. Le débat, on l'a pas parce qu'on est dans la même et grande famille. Je pense notamment à 2 métiers. Le premier, c'est celui de nos product designers, du coup, qui sont 3, qui, au-delà de concevoir nos produits, qui est un métier à part entière en termes d'approche, expérience utilisateur, de conception des parcours utilisateurs, de conception des interfaces, sont aussi en charge du branding. Ce sont les gardiens de notre marque, ce sont eux qui la font évoluer, ce sont eux qui créent l'ensemble des illustrations, des assets graphiques dont on a besoin, ce sont eux également qui designent les documents réglementaires et commerciaux qu'on met à disposition de nos partenaires et de nos épargnants. Donc, en fait, on peut les appeler product designers, on peut aussi les appeler brand designers, graphic designers. Ils sont effectivement à la croisée de ces différents univers. Et puis l'autre rôle auquel je pense, c'est celui du product builder, alors qui donc est une personne qui a la capacité à construire très rapidement, si je peux le dire de manière simple comme ça, des sites web ou des outils grâce à des compétences en no-code ou en low-code ou en IA. Donc c'est vraiment un concepteur de produits digitaux, d'outils digitaux, et donc on pourrait le ranger à ce titre du côté du produit. Et en même temps, ces compétences en no-code, on les met profondément au service du gros, justement. Et l'exemple le plus évident, c'est que c'est la personne qui gère notre site iroko.eu. Donc notre site iroko.eu, c'est un produit, et on l'approche comme un produit, mais c'est aussi avant tout notre plateforme d'acquisition marketing qui exige de nous d'être très malin pour aller générer du lead, pour aller maximiser l'engagement de nos utilisateurs sur ce site jusqu'à ce qu'ils prennent rendez-vous avec nos conseillers ou souscrivent. Donc là, on voit vraiment que les deux univers se mêlent, et tant mieux, puisque cette personne est à même dans cette équipe de mêler ces 2 enjeux. Et là, quand tu le dis, ça paraît évident, fluide, et on se dit pourquoi est-ce que c'est pas comme ça dans toutes les boîtes. Mais là, ce que tu nous dis, c'est pour moi quelque chose qui est assez unique chez vous, d'avoir autant d'agilité. Et je trouve que c'est vraiment votre force. Parce que tu vois, moi, si je prends le cas soit dans des boîtes dans lesquelles j'ai travaillé, soit des clients que j'ai pu accompagner, les équipes sont tellement silotées sur la partie growth et la partie produit que, tu vois, moi, typiquement, j'accompagne mes clients dans leur acquisition. Et ils ont une équipe produit qui est là justement pour avancer sur tous ces chantiers-là. Mais par contre, et qui sont du coup, comme tu dis, soit à la fois très agiles sur des solutions avec du code ou no code, et ça, à la limite, j'ai envie de dire, peu importe. Mais s'il y a besoin de sortir une landing page assez rapidement, qui est largement en fait dans leurs compétences, c'est pas possible parce que ils ont pas la bande passante, c'est pas dans leur priorité. Et en fait, tu l'entends. Mais c'est là où tu te rends compte à quel point les équipes sont cloisonnées, et en fait, il n'y a pas un objectif commun, dans le sens où les équipes produits sont focus sur le développement d'une nouvelle feature, et du coup, le marketing est coincé et en stand-by, il va essayer de bricoler un truc dans son coin. Et là, l'exemple que je prends, du coup, est plutôt team marketing, parce que moi, c'est celle dans laquelle je suis et je baigne, mais j'imagine que ça se fait aussi dans les deux sens, et c'est là où tu te rends compte de la puissance de vraiment réunir les deux, et d'aligner tout le monde, et de se dire, OK, en fait, c'est quoi l'objectif prioritaire numéro 1 pour tout le monde? Est-ce que c'est générer plus de leads, ou est-ce que c'est sortir cette feature le plus rapidement possible? Oui, tout à fait. Alors, il y a quelque chose qui nous aide là-dessus et qui n'a pas de lien avec notre choix de mêler le marketing et le produit. Par ailleurs, ce sont les OKR. Qui est probablement un modèle que tu connais, puisqu'on en entend pas mal parler en ce moment. Chaque trimestre, on définit à l'échelle de l'entreprise des objectifs et des résultats clés qui vont déjà nous donner cette base commune pour être alignés vers un même cap et réussir à prioriser par rapport à ça. Mais au-delà de ça, effectivement, c'est vrai que notre organisation nous aide beaucoup à lever les freins dont tu témoignes et qu'on a tous connus dans nos différents environnements professionnels. C'est vrai que en fait, l'organisation qu'on a adoptée, elle nous permet de ne pas tomber dans le piège de guerre de pouvoir, avec l'obsession de faire rentrer chacun dans des cases organisationnelles. Et à l'inverse, plutôt que de souligner ce qui nous différencie, elle souligne ce qui nous rapproche. Et donc ça, c'est vraiment une grande force au quotidien. Et c'est vrai que je vois les avantages. Alors d'abord, pour nos épargnants et nos partenaires, parce que je crois que c'est l'essentiel. Eux bénéficient d'une qualité d'expérience avec Iroko
qui est bien supérieure, notamment parce qu'elle est cohérente de bout en bout, quel que soit le point de contact avec lequel ils sont en interaction. Donc, que ce soit une interface sur leur espace connecté, un email, un document ou un formulaire, le branding est cohérent et inclut les contraintes de chacun nativement. Le copywriting est cohérent, et ça, c'est important aussi parce que c'est quelque chose qu'on se partage beaucoup au marketing et au produit. Nous, on a, pour donner un exemple très concret, fait le choix d'avoir une tonalité institutionnelle. Alors, on est certes un acteur qui s'est positionné sur le marché de l'épargne avec une certaine fraîcheur et une certaine joie. Pour autant, on gère de l'argent et c'est sérieux. Donc, dans notre tonalité, notre copywriting, ça va se matérialiser par le fait de limiter les points d'exclamation, les emojis. Ça, c'est quelque chose que tu vas retrouver de bout en bout, quelle que soit la personne qui a été à l'origine du contenu qui est mis à disposition de l'utilisateur. Et puis, la cohérence, elle se traduit aussi par les expériences qu'on leur fait vivre. C'est-à-dire, par exemple, quand je sors une nouvelle fonctionnalité qui permet à nos épargnants de programmer des versements chaque mois pour investir à leur rythme et que j'en fais la communication par email, cet email les amène à se connecter à leur espace dans lequel ils sont pris en main de manière tout aussi cohérente avec les mêmes éléments de langage et les mêmes arguments, on va dire, de l'email à l'espace. Voilà, cette cohérence qui se joue à tous ces niveaux-là, je crois qu'avant tout, elle bénéficie à la qualité de ce qu'on propose. Et ensuite, en interne pour nous, c'est vrai que c'est un confort incroyable. La première chose à laquelle je pense, c'est la mutualisation des ressources. On est beaucoup plus efficace et malin. Pour donner un exemple, on se partage un tableau virtuel sur Miro de veille, produit et marketing. Voilà, donc on n'est pas deux équipes à faire de la veille sur ce que font les concurrents, sur comment ils parlent, sur qu'est-ce qu'ils proposent dans leurs emails. On est une même équipe qui se partage ces éléments-là. C'est qu'un exemple parmi d'autres, mais déjà, c'est assez révélateur de l'efficacité que ça peut apporter. Ça facilite aussi les interactions. On a des interactions qui sont beaucoup plus fluides, beaucoup plus efficaces dans le passage de relais. Par exemple, quand je travaille, je reprends l'exemple de cette fonctionnalité de versement programmé, la proposition de valeur de la fonctionnalité va être posée par le produit au début du projet, dans une étape qu'on appelle la discovery. L'équipe marketing, lorsque la fonctionnalité sort, va capitaliser sur ces éléments pour reprendre les éléments de langage et mettre en place le plan marketing. Donc, en fait, on se passe la balle très simplement, sans reperdre du temps à réfléchir à des choses qui auraient été réfléchies par ailleurs, voire à l'aborder de manière différente. Je crois que ça favorise aussi l'entraide. Et ça, c'est hyper important. L'exemple qui me vient, c'est le marketing a besoin d'un GIF pour mettre en avant tel aspect de nos espaces auprès de nos épargnants, de nos partenaires conseillers en gestion de patrimoine. Eh ben, on le fait. On le fait volontairement parce qu'on est une même et grande famille et qu'on comprend l'intérêt auquel ça répond pour le collectif. Quand on n'y comprend pas nativement, c'est aussi la possibilité de faire des arbitrages qui sont bien plus rapides à mon niveau. Et ça, c'est vraiment une souplesse que j'ai dans mon quotidien qui est assez agréable. Tu donnais l'exemple des landing pages qui ne sont pas dans les priorités du produit et qui amènent le marketing à se débrouiller. Ça arrive très régulièrement. Des deux côtés, on a une roadmap, marketing, produit. Parfois, l'un ne répond pas à l'autre. Moi, je peux arbitrer. Ouais, je peux faire de l'espace et ce, très rapidement. Je n'ai pas à aller convaincre qui que ce soit. Ouais. Et donc ça nous rend efficaces. Je pense à un sujet, notamment le CRM. Nous, on travaille avec HubSpot. On est en train, c'est un de nos plus gros enjeux en ce moment que d'avoir une data qui est vraiment très propre dans HubSpot pour pouvoir être encore plus fort dans nos mécaniques CRM. Ça suppose d'injecter un certain nombre de données qui sont côté tech et produits et qui nous permettraient d'être plus en maîtrise de notre connaissance de nos cibles marketing. C'était pas prévu. Je fais de la place dans la roadmap produit. Et on va investir 2 jours pour injecter cette donnée-là pour que le marketing puisse atteindre ses objectifs.
Donc ça, c'est extrêmement confortable aussi. Et comment est-ce que tu arrives à insuffler finalement cette culture, j'ai envie de dire, cette approche-là aux équipes? Parce que même si tu vois, là, quand tu nous le présentes, on n'y voit en fait que des avantages et du coup, on se pose la question de pourquoi c'est pas le cas dans la majorité des boîtes. Il y a une réalité aussi opérationnelle qui fait que c'est pas évident à mettre en place. Et tu as, pour moi, comme premier point de comment tu arrives à embarquer tes équipes là-dedans qui, elles, sont alors peut-être pas toutes, mais je dirais pour la majorité, plutôt habituées à des méthodes de travail, je vais dire traditionnelles, entre guillemets, qui sont plutôt silotées. Et typiquement, voilà, moi, voilà mon scope, je suis dans cette case-là, j'en sors pas. En plus, ça m'intéresse moins, j'ai pas spécialement envie de le faire. Comment est-ce que tu arrives à embarquer tout le monde ? Alors, c'est marrant que tu poses la question, parce que c'est un point que j'ai très largement sous-estimé en prenant mon poste. La dose de conduite du changement qui était en fait nécessaire pour atteindre mes objectifs et ceux d'Iroko. Mais ça s'est fait assez naturellement. En fait, du côté marketing, on est une petite équipe. Donc, on est 3, 4, selon qui tu inclus dans le scope du marketing. Et je crois que la première manière d'y parvenir, c'est d'être très généreux dans le partage de ce paradigme-là. Moi, chaque réunion, chaque projet qu'on entame, chaque levier qu'on active est l'occasion de pouvoir très concrètement, non pas avec des on-dit ou des théories, mais dans le concret, du coup, de se réaligner et d'engager l'équipe sur la nécessité, dans ce cas-là, de se poser la question de pourquoi je le fais, de travailler ensemble sur, du coup, quel est l'indicateur auquel on peut contribuer. Voilà, donc je profite déjà de chaque opportunité du quotidien pour incarner cette vision-là, et je crois que c'est important. La deuxième chose, c'est poser un cadre de travail. Ça, c'était nécessaire dès le départ. Donc, par cadre de travail, j'entends 3 choses. C'est être clair sur les rôles, sur les routines, les événements qui vont rythmer notre quotidien d'équipe et sur les outils qu'on manipule. Et que ce cadre-là, chacun puisse s'y sentir en maîtrise et évoluer dedans. Donc, par exemple, en termes de rôle et responsabilité, je verbalise auprès de chacun que j'attends d'eux de pouvoir se sentir responsable de leur contribution business. Que le fait de connaître le modèle économique d'Iroko n'est pas une option. Et que si là, ça leur semble éloigné de leur responsabilité, en réalité, c'est au cœur de leur responsabilité. Quand je décide d'organiser un petit déjeuner pour réunir mes épargnants dans les locaux d'Iroko, avant toute chose, je me pose la question de est-ce que consentir 2 heures ou 2 jours à la préparation de cet événement est un investissement qui est juste au regard de la valeur que j'ai l'intention de créer et la contribution à l'objectif qui sous-tend cette valeur. Donc ça, déjà, c'est être très clair sur la job desk, le rôle de chacun. Ensuite, ce sont des routines qu'on a mis en place parce que au départ, quand je suis arrivée, il y avait cette volonté qui animait tout le monde de pouvoir mesurer ses actions, s'intéresser, mais on se disait régulièrement, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps pour ça. C'est toujours le truc qui passe à la trappe. Donc, on a créé de l'espace pour ça. Aujourd'hui, on a une routine, très concrètement, dans l'équipe. C'est un point le vendredi matin à 11h qui réunit toute l'équipe marketing qui s'appelle Mesure et Apprentissage. Et l'objectif de ce point, c'est que chacun vienne avec une mesure qu'il a faite d'une de ses actions marketing et les apprentissages qu'il en a retirés. Et donc, ce point-là, il est présent, c'est un rendez-vous hebdomadaire. Et donc, peut-être qu'on ne mesure pas tout, peut-être que ce n'est pas totalement abouti, mais on s'en parle et ça existe. Et déjà, ça nous met le pied à l'étrier et ça nous fait prendre l'habitude, en fait. Voilà. Et ensuite, du coup, dans ce cas de travail, c'est aussi mettre à disposition des outils. Je crois que ce qui est difficile quand on parle d'avoir une approche centrée sur la création de valeur, avec les moyens de mesurer ce qu'on fait, c'est d'avoir accès très simplement et très rapidement à la data, sans quoi c'est un vœu pieux.
parce que c'est trop douloureux de répondre à cette exigence. Donc, moi, quand je suis arrivée chez Iroko, donc je suis en poste depuis 1 an et demi. Quand je suis arrivée, rapidement, j'ai fait le constat qu'il y avait un trou dans la raquette sur la data marketing. C'est-à-dire qu'on avait des équipes tech qui géraient la data métier. On avait une équipe marketing qui faisait un certain nombre de choses, puis on n'avait personne en charge de la data marketing. Donc, c'est-à-dire cette capacité via des outils comme Google Analytics, comme GTM, comme BigQuery, comme HubSpot, qui propose aussi du dashboarding assez avancé, à rendre intelligible la donnée qui sous-tend nos actions marketing. Et donc, la première décision, ça a été d'avoir une responsabilité très claire, d'identifier la personne en charge de cela, lui donner les moyens et le mandat de pouvoir rendre cette data compréhensible, de la former aussi. Et une fois qu'on a eu cette personne clairement identifiée, ce qui a été clé, c'est aussi qu'elle ne soit pas la seule personne à concentrer le savoir-faire data. Je crois qu'il y a 2 choix. Quand on veut mettre la mesure au centre de nos actions marketing, il y a un premier choix, c'est de se dire qu'on a un référent data à qui on demande à chaque fois qu'on a fait une action, dis donc, est-ce que tu peux me dire quel est le trafic que ça a généré ? Par exemple, nous récemment, on a eu la chance d'avoir un passage sur TF1. Évidemment, on s'est posé la question du trafic que ça avait suscité sur notre site. Soit j'envoie une demande, un mail à la personne et j'attends qu'elle me donne les résultats. Soit je le fais avec elle et en faisant, j'apprends à le faire moi-même. Voilà. Et ça, cette deuxième approche, c'est celle qu'on privilégie parce que ça permet de contribuer au quotidien à rendre les uns et les autres capables. Et c'est vraiment un truc qui est assez fort dans la culture d'entreprise d'Iroko, de se rendre mutuellement capables. Et la data n'échappe pas à ce principe-là. Donc aujourd'hui, on a des outils, des dashboards qui sont appropriés par chaque personne de l'équipe marketing et qui contribue du coup à conduire le changement parce que la data, elle est simple et rapide d'accès. Et du coup, ce que je trouve intéressant dans ce que tu disais, c'est justement sur ce côté apprendre en faisant. Tu as aussi ce truc où tu apprends des autres aussi et des pratiques de chacun. Typiquement sur l'usage d'outils, voilà, moi, mettre les mains dans Google Analytics, c'est peut-être très éloigné de mon quotidien. Mais en fait, c'est pas grave, je suis ouverte à l'idée de comprendre comment fonctionne cet outil sans dire d'y passer 10 heures par semaine, mais juste avoir les 2-3 informations clés. Et je trouve ça aussi très enrichissant de se dire que chaque personne dans l'équipe peut se nourrir d'une autre mutuellement et je trouve que c'est ce qui crée aussi la force et du coup l'impact que vous pouvez avoir derrière. Oui, tout à fait. Alors, c'est très aidant dans le quotidien parce que ça nous rend plus efficaces. C'est aussi intéressant en termes de proposition de valeur employeur. C'est-à-dire que être dans l'équipe marketing Iroko, c'est mettre plein de badges sur sa veste. On a parlé de la data, mais c'est aussi savoir faire des business cases. Tout le monde ne sait pas le faire. Donc, ne pas avoir peur de mettre les mains dans Excel parce que tout le monde peut le faire. C'est aussi, par exemple, sous un tout autre univers, nous, chaque personne de l'équipe marketing est formée à Figma, donc qui est un outil qui est l'outil de design qu'on utilise chez Iroko, qui est du coup plutôt à la main des designers, mais qui sont généreux à l'arrivée de chaque personne au marketing pour passer du temps avec elle, leur apprendre à faire une bannière, à faire une illustration pour les réseaux sociaux, parce que en fait, l'objectif, c'est que chacun puisse faire valoir son expertise là où ça a le plus d'impact pour nos partenaires et nos épargnants. Et j'avoue qu'à titre personnel, le fait que notre équipe de 3 designers focalise l'essentiel de son temps sur la production de visuels pour des carousels sur LinkedIn, j'ai rapidement arbitré pour que le marketing puisse être autonome là-dessus et que, en revanche, notre équipe de designers puisse, eux, mettre leur forte expertise sur la conception d'interfaces qui exige justement un savoir-faire pointu. Voilà. Et du coup, tu vois, là, toi, ça fait 1 an et demi maintenant que tu es chez Iroko. On voit, et c'est trop intéressant, que vous avez mis plein de choses en place. Quels sont un peu, tu vois, encore, s'il y en a, des axes encore d'amélioration, de progression, ou peut-être, tu vois, des petits trucs où tu dis, là, j'ai encore pas réussi à craquer le truc, que tu pourrais partager à nos auditeurs? Alors, il y en a plein, parce que...
parce que les habitudes ont la dent dure. La nécessité de se demander pourquoi avant toute chose, c'est quelque chose qui n'est pas un réflexe qu'on a naturellement tous les jours, même si ça tend à l'être. Donc c'est beaucoup de rigueur au quotidien pour se refuser à partir dans des projets sans que la question de la valeur soit posée. Je pense à un exemple. Récemment, on a été sollicité par un partenaire potentiel pour investir, pour dépenser à ses côtés près de 10 000 euros afin d'avoir de la visibilité dans différents emails, vidéos, etc. Eh ben, il a fallu s'efforcer avant de répondre au mail pour se dire, avant toute chose, quel est le nombre de personnes qui voient réellement les vidéos qu'on nous propose? Quel est le trafic sur le site sur lequel on nous propose d'être en visibilité? Quel est le taux d'ouverture et le taux de clic des emails dans lesquels on nous demande d'être présent? Et on est passé à ça, d'arbitrer sans cette donnée-là. Voilà, parce que le réflexe, il est d'engager l'échange sans forcément se poser sur la donnée. Donc ça reste exigeant au quotidien, mais on essaye de le faire. Les autres enjeux qu'on a, c'est sur la mise à disposition de la data. C'est vraiment un travail de longue haleine. Et je crois que c'est simple pour personne. Ouais. On tâtonne, on itère. On a commencé des premiers dashboards sur Looker. Et puis, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des incohérences de données entre notre site et HubSpot, que selon les sources, on avait du coup des référentiels différents qui supposaient d'approcher les choses différemment. Donc, voilà, ça fait bien un an qu'on itère là-dessus et qu'on n'a pas fini d'itérer, même si on a des fondations qui commencent à être solide, mais ça, je crois qu'on n'aura jamais fini de progresser là-dessus. Voilà, c'est ces deux points-là auxquels je pense en particulier, mais il y en a probablement beaucoup d'autres, notamment sur la qualité des interactions au sein de l'équipe. Ce que je décris semble idéal. Évidemment, on n'est pas à l'abri de tensions, d'une équipe design qui, de temps en temps, peut se sentir frustrée d'avoir beaucoup de demandes marketing et moins de temps sur le produit. À l'inverse, un marketing qui peut avoir le sentiment, parce que le produit a posé la proposition de valeur au tout début du cycle de fabrication d'une fonctionnalité, de ne pas faire valoir son expertise. Voilà, on a aussi nos enjeux, et ça reste quelque chose d'important au quotidien. Moi, je mets un point d'honneur à m'assurer que les relations au sein de l'équipe sont simples et saines, et à déminer rapidement quand il y a des tensions ces dernières pour qu'on reste aligné sur un même cap. Mais ça reste des enjeux du quotidien comme pour toute équipe. Trop cool. Et tout à l'heure, tu nous parlais des OKR que vous fixiez du coup à chaque trimestre. Est-ce que tu aurais peut-être du coup des exemples à nous partager? Parce que du coup, j'imagine qu'à l'intérieur de ces OKR, vous allez suivre du coup différents KPI et différentes actions qui vont avoir derrière. Et du coup, ça peut être intéressant si tu as des exemples à nous partager justement de KPI communs que vous allez suivre entre marketing et produit. Ouais. Au début du podcast, je commençais en disant qu'on servait un même objectif, le marketing et le produit, c'est-à-dire le business d'Iroko. Donc, de manière assez naturelle, cet objectif global, il se décline en des KPI auxquels on se raccroche, et produit et marketing. Et pour ça, on se base vraiment sur les métriques pirates qui nous donnent un cadre pour pouvoir se partager nos KPI. Donc, l'acquisition, l'activation, le revenu, la rétention et le referral. Et dans chacun de ces domaines, en fait, on a une contribution qui est double et cohérente. Par exemple, si je prends l'acquisition, l'enjeu et l'indicateur qu'on va suivre, c'est le trafic sur le site, donc les sessions et les visiteurs uniques, qui sont autant la responsabilité du produit, puisque la personne qui est en charge du site iroko.eu a pour souci de pouvoir avoir un trafic volumique et qualifié. Et le marketing, c'est aussi une donnée qui est clé par rapport à tous les leviers d'acquisition qui sont à la main, notamment de la personne qui fait du gros. Côté activation, on va regarder le nombre de leads générés. Par exemple, ce trimestre, je crois que je l'avais indiqué un peu plus tôt, à travers un autre exemple, on a pour objectif de générer 1500 nouveaux leads. Donc, renouveler notre base d'épargnants potentiels, c'est quelque chose qui est clé par rapport aux objectifs long terme d'Iroko. Et ça, à nouveau, la personne qui est product builder et qui est en charge du site iroko.eu, c'est un indicateur qui doit le driver au quotidien. Comment je vais positionner tel lead magnet à tel endroit, comment je vais positionner la prise de rendez-vous à tel endroit, comment je peux changer le wording et faire du test
sur différentes approches de wording pour maximiser cet indicateur. De la même manière, c'est un indicateur qui est très proche des considérations marketing. Ensuite, sur le revenu, la rétention et le referral, on se rapproche encore plus du business. Là, je donnais un exemple tout à l'heure. Le revenu, c'est notre capacité à acquérir, si je peux le dire ainsi, d'un point de vue marketing, de nouveaux épargnants. On a pour objectif de convaincre 500 nouveaux épargnants, par exemple, ce trimestre. De la même manière, c'est des choses qui vont nous animer côté produit pour être dans une logique d'optimisation continue, notamment de notre parcours de souscription, et essayer de déceler les pages sur lesquelles il y a du rebond, sur lesquelles il y a de la déperdition. Aujourd'hui, on sait que dans notre parcours de souscription, on a un visiteur sur 2 qui s'y engage, qui va au terme de ce parcours, ce qui est assez satisfaisant par rapport au fait qu'on ait un produit d'épargne qui demande une réflexion, on n'est pas sur de l'achat impulsif, donc on en est satisfait. Et en même temps, on sait, quand on regarde le parcours, qu'on a encore des zones d'optimisation. De la même manière, c'est un KPI auquel on contribue côté marketing de manière un peu différente, via le nurturing qu'on peut faire par les emails, via les ressources pédagogiques qu'on peut mettre à disposition, via l'invitation à rencontrer nos conseillers à travers des événements, via des webinaires qui fournissent du contenu de qualité et qui participent à convaincre nos épargnants. Voilà. Sur la rétention et la capacité à augmenter la lifetime value de nos épargnants, qui est probablement l'indicateur macro qu'on va regarder là-dessus et qui se traduit par d'autres indicateurs, capacité à générer des resouscriptions, la capacité à inviter, à générer des programmations de versements mensuels, à réinvestir ses dividendes. Donc, chez nous, il y a plusieurs manières de resouscrire quand on est satisfait de son investissement et qu'on a l'épargne nous permettant de faire le choix de réinvestir. Ça, on va jouer à nouveau des mécaniques de deux côtés. Et donc, c'est un KPI qu'on se partage. Et puis, pour le referral, c'est pareil parce qu'on a un programme de parrainage qui est rendu possible par le digital, parce que complètement automatisé, et en même temps promu par le marketing. Voilà, donc ces 5 grandes catégories de métriques nous donnent une ligne de conduite, un cap commun au quotidien. Et encore une fois, une ligne directrice commune où on se rend compte que du coup, les équipes sont parfaitement alignées et vont vers un objectif commun. Oui, tout à fait. Ouais. Et pour terminer, quels sont les 3 conseils que tu pourrais donner à nos auditeurs qui veulent avoir plus de synergie entre leurs équipes marketing et produits ? Alors, mes 3 conseils. Le premier, il est plutôt à destination des personnes qui sont en charge du produit, si elles nous écoutent aussi. C'est vrai que j'ai beaucoup parlé pendant cet échange de ce que j'avais emprunté au produit pour l'amener au marketing. L'inverse est aussi vrai. Moi, ça m'a beaucoup aidé d'être installée dans une fonction marketing pour pouvoir aussi atteindre mes objectifs côté produit, parce que ça m'a permis d'emblée d'être très proche du métier, du business, et de pouvoir, grâce à cette connaissance, cette proximité, faire valoir cela côté produit pour qu'on soit performant. Donc ça, c'est vraiment un premier point. Moi, par exemple, je dis souvent à mes équipes produits, lorsqu'on fait un webinaire côté marketing, écoutez-le. Quand on sort une nouvelle ressource marketing pédagogique, lisez-la. En fait, tout ce qui bénéficie à nos épargnants et qui ont fait l'objet d'un effort de pédagogie, de vulgarisation côté marketing, est tout aussi utile pour nos équipes en interne pour continuer à être sachants et compétents sur notre métier et du coup proposer des produits qui sont vraiment générateurs de valeur. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième conseil qui me vient, c'est quelle que soit l'organisation, c'est vrai que nous on a la chance d'avoir cette même et grande famille marketing et produits, de réussir à ne pas tomber dans le piège de justement des cases organisationnelles et de rester concentré sur l'essentiel. Voilà, je le mentionnais, même en ayant une équipe marketing et produits qui sont distinctes, on peut avoir d'autres manières de regarder dans la même direction et de se focaliser sur l'essentiel. Les OKR sont un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. En tout cas, ça me paraît important de ne pas perdre de vue l'objectif central, qui est qu'on a envie de réussir collectivement et de contribuer à un projet qui est collectif. Voilà, donc c'est simple à dire, parfois pas simple à mettre en œuvre parce qu'on est rattrapé par des enjeux humains. Et pourtant, je crois que c'est essentiel et c'est ce qui fait qu'on a plaisir à venir travailler aussi. Et mon troisième conseil, c'est de rendre tout transparent et accessible. Je crois que je l'ai mentionné rapidement en évoquant le cadre de travail qu'on avait posé pour conduire le changement, qui passe notamment par le fait de rendre disponible la data, des dashboards. On a une très grosse exigence en termes de
de gestion de la connaissance et du savoir-faire. On utilise Notion, qui est un outil qui parle probablement à beaucoup, qui permet d'organiser nos connaissances. Et ces connaissances, n'importe qui dans l'entreprise peut y accéder. On les épingle sur Slack, on automatise nos KPI pour qu'ils viennent directement au plus proche de notre usage quotidien, c'est-à-dire nos canaux de communication. Et cette simplicité d'accès à tout ce qu'on entreprend, à tout ce qu'on se partage, je crois que c'est clé. Pour finir, moi j'ai même fait le choix d'avoir un pilotage budgétaire qui est totalement transparent avec l'équipe marketing, c'est-à-dire que je ne pilote pas le budget dans ma tour d'ivoire avec mes Excel. C'est un Google Sheet qu'on se partage et je demande à chaque personne qui va faire appel à une prestation de vidéaste pour la création d'un contenu vidéo ou d'une location de salle pour l'organisation d'un webinaire ou voire même des dépenses beaucoup plus qui peuvent paraître beaucoup plus faibles, un petit déjeuner pour et du coup une commande de viennoiserie pour un événement pour nos épargnants, de le mettre, de l'inscrire dans ce fichier. Et simplement cet acte de je viens mettre le coût que je porte dans ce fichier et de savoir que c'est aussi ça notre job, c'est de se soucier des coûts et de voir que tous les coûts sont transparents et de prendre conscience de ce que notre coût représente par rapport à tout ce que l'équipe marketing investit. Je crois que ça a beaucoup de bon et ça contribue à embarquer en fait au quotidien. Trop cool. Merci beaucoup Hélène pour tout ce que tu nous as partagé. Un super retour d'expérience très transparent, efficace, avec beaucoup d'exemples. Donc, je pense que ça va vraiment apporter énormément à nos auditeurs. Moi, j'ai appris plein de choses et du coup, je me dis qu'il faut absolument qu'il y ait de plus en plus d'entreprises qui aient plus de synergie entre leur équipe marketing et produits. On voit que ça peut aller que dans le bon sens. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était un plaisir. Avec plaisir. À très vite. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'écoutez sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne et n'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo. C'est ce qui nous aide à le faire connaître à un maximum de personnes. Et si vous l'écoutez en audio sur les plateformes d'écoute, laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. C'est aussi ce qui nous aide à faire découvrir le podcast à un maximum de marketeurs. Je vous dis merci beaucoup et à très vite.